de ce forum. Je rebondis sur vos propos sur la ville intelligente, mais la ville douce et la ville qui permet une meilleure vie. Pour en parler avec nous, donc Nicolas Hazard, fondateur Nico, bonjour. Emmanuel François, président de la Smart Building Alliance. Laurence Vanin, donc philosophe et directrice de la chaire Philosophie et Smart City qui est portée par l'Université Côte d'Azur et l'INRED. Et Diego Harari, donc directeur de l'innovation et du développement durable chez Vinci Immobilier. Première question peut-être à vous tous. Lorsqu'on parle de ville intelligente, on parle d'une ville plus douce, qui est plus fluide, qui facilite les échanges, qui permet une meilleure vie. Néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans une smart city qui est pensée encore trop en silo, c'est-à-dire la mobilité réfléchit sur la mobilité, l'immobilier sur l'immobilier? Est-ce que c'est ce que vous vivez au quotidien? Et est-ce que c'est comme ça qu'il faut construire la smart city? Qui commence? Valérie, l'immobilier par exemple? Il faut que quelqu'un se lance, alors je vais le faire. Vous avez raison au sens du aujourd'hui, les choses se passent encore beaucoup en silo. Cela étant, on parle de Smart City, en fait on parle beaucoup du futur. Aujourd'hui, on a des initiatives, mais la ville se construit lentement, les villes sur la ville, donc ça prend du temps. Mais on essaie bien entendu d'avoir des approches qui sont transverses. Je pense qu'Emmanuel pourra rebondir sur ce que je dis. C'est dans la mesure où, en fait, la technologie, elle doit servir un but. Ce but, c'est d'apporter de la valeur d'usage aux utilisateurs, c'est d'apporter de la performance environnementale, de la résilience des villes. Ces choses-là ne sont pas des choses qui se cantonnent dans une verticale fonctionnelle, dans une source de données, un fournisseur ou un objet, peu importe quel nom on parle. Ce sont des choses qui, évidemment, doivent travailler complètement de façon transverse. Quand on parle de performance énergétique, par exemple, il faut savoir ce que veut, si on parle de logement, le souhait de l'habitant en termes de température, il faut savoir la température qu'il fait dans le logement, il faut savoir comment fonctionne la chaudière, il faut savoir est-ce qu'il y a du soleil ou non. Enfin, il y a des données qui sont issues de plein de choses, dans ce travail aussi, donc on n'arrive pas à faire ça. Donc évidemment, on travaille aujourd'hui sur cette notion de plateforme, qui vont essayer de recréer de la transversalité, plein de façons technologiques différentes de faire. En tout cas, la logique, elle va être bien entendu de caser ces mots pour servir cet objectif smart. Emmanuel François, vous êtes d'accord avec ça? Alors, je suis tout à fait d'accord, hein, merci Diego. Effectivement, il faut avoir cette approche transversale qui est fondamentale, c'est inhérent au smart. C'est donc, quelque part, c'est mutualiser les infrastructures, les équipements, ne plus penser un investissement pour un service. Ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, un investissement en termes de mobilité, en termes d'éclairage public, en termes de bâtiments, mais penser un investissement pour X services et essayer d'avoir une vision la plus globale possible sur tous ces services qu'on connaît aujourd'hui et ceux qu'on ne connaît pas. Alors c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à réaliser, et ça demande quand même, premièrement, une gymnastique d'esprit que certains n'ont pas forcément, d'extrapoler, de se projeter dans le futur. Et quand on a, pendant 20 ans ou 30 ans, lancé des appels d'offres qui sont toujours en silo, c'est vrai que se remettre en question d'un jour au lendemain et de se dire, bah, tiens, je refais l'éclairage public, mais qu'est-ce que je veux faire de plus que de l'éclairage, c'est pas simple. C'est pas simple. Si je fais la rénovation énergétique de mes bâtiments, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux apporter simplement de l'énergie, mais aussi du confort, de l'assistance aux personnes dépendantes? Ah, mais l'assistance aux personnes dépendantes, c'est pas mon service, c'est le service d'à côté. Donc, est-ce que je vais les voir? Est-ce qu'on va réfléchir ensemble? Bon, cette approche-là, je pense qu'elle n'existe pas encore franchement, et elle nécessite une remise en cause des organisations dans les collectivités. Avec déjà, nous à la SBA, on appelle ça le law smart, c'est-à-dire en fait cette prise en compte du numérique qui doit innerver tous les appels d'offres et qui doit en fait qui permet effectivement de se dire, est-ce que l'appel d'offres que je lance, est-ce que le projet que je lance, est-ce qu'il est smart et est-ce qu'en fait il pourra concerner d'autres services? Cette approche-là, on peut dire qu'elle n'est pas forcément là toujours, donc ça demande un grand changement et un accompagnement, accompagnement politique, accompagnement technique. Nicolas, vous êtes d'accord avec cette approche? Est-ce que ça vient forcément des collectivités ou est-ce que ça peut pas aussi venir des entreprises? J'ai envie de dire, ça vient surtout des citoyens.
c'est la troisième réponse, parce que je pense que les smart cities, elles sont smart à partir du moment où elles répondent à un vrai enjeu social, sociétal, environnemental. Et aujourd'hui, on a souvent l'impression que la smart city, c'est un peu la stupide city, celle qui justement ne va pas aller répondre aux véritables enjeux, et notamment des personnes qui sont le plus à la marge, et que la Smart City, finalement, elle va bénéficier à certaines personnes, et dans ces silos, dans ces différents silos, on va essayer de, voilà, d'avoir un certain nombre de catégories de population, mais on va laisser un peu au bord de la route d'autres personnes. Et donc la Smart City, c'est encore une fois, c'est un outil, c'est pas une finalité en soi, c'est pas qui a la plus belle Smart City, c'est pas forcément ça qui est le plus intéressant, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette Smart City et où on veut aller avec. C'est-à-dire quel monde et quelle ville on veut créer avec les différents outils qu'on a mis en place. Et moi, je pense qu'une Smart City qui marche, c'est une Smart City qui est la plus inclusive possible et qui va réfléchir à comment elle utilise ces outils pour ceux qui sont le plus exclus. Ça, c'est d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental. Comment on réfléchit à développer des outils pour lutter contre les grands enjeux environnementaux qui existent, autour de l'eau, des déchets, autour des énergies, autour de ces grands enjeux qui aujourd'hui nous touchent. Et donc, pour moi, la Smart City, c'est avant tout une réflexion quasi philosophique, enfin, en tous les cas, c'est une stratégie sur le monde de demain et le monde vers lequel on veut aller. Souvent, les collectivités ne sont pas nécessairement à la pointe dessus, ni les grandes entreprises, mais c'est souvent les citoyens qui sont dans l'expérimentation aussi et qui créent des nouvelles idées. Et c'est les alliances entre le secteur public, le secteur privé et la société civile qui fait que souvent on arrive avec des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé à la base. On utilise tous ces outils pour le plus grand nombre. Vous avez employé le terme philosophie, alors vu qu'on a une philosophe et une chaire qui travaille sur la liaison entre la Smart City et la philosophie, que vous inspire tout ce que ont dit les interlocuteurs précédents? D'abord, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là, et puis surtout, je suis très, très touchée qu'on puisse parler de philosophie au cœur de tout ça, pour la bonne raison que la ville de demain, pour moi, c'est un habitat, et que si on pense l'habitat sans penser qui va habiter dedans, c'est passer à côté peut-être des enjeux. Et je crois que la priorité doit être donnée à l'homme et à ce qu'il espère pour demain. Et en même temps, je suis assez perplexe en tant que philosophe pour la bonne raison que je me rends compte que, effectivement, il y a les enjeux économiques, il y a la compétitivité, parce que je distingue de l'économie qui est vraiment l'argent, de la compétitivité entre les entreprises, et je comprends qu'il y ait une sorte d'émulation entre les entreprises et que ces entreprises soient justement à la pointe du progrès et qu'elles s'investissent dans la vie du futur. C'est formidable. D'ailleurs, Smart, ça renvoie aussi au rusé. Il faut que, si la ville n'est pas stupide, qu'elle soit rusée. Et comment va-t-on créer ce nouveau modèle? Mais ça amène aussi une sorte de métamorphose ou une transformation du vivre au quotidien. Et ce qui m'interpelle notamment, c'est que c'est vrai qu'il ne faudra pas laisser à la traîne, comme vous le soulignez très justement, les personnes qui pourraient être à l'extérieur, ou en tout cas les exclus. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par les nanotechnologies, le big data et toutes ces choses-là, qui sont touchés par ce changement de société, mais qui sont très, comment dire, je dirais pas, ils méconnaissent totalement le sujet. Donc il ne faut pas croire que c'est acquis, même auprès des gens qui normalement sont concernés et qu'on considère aujourd'hui comme étant les privilégiés d'un certain système pour lequel, pour l'instant, la commission Vianney l'a bien rappelé, ils sont un peu ignorants. Donc ces choses-là, en tant que philosophe, m'interpellent beaucoup. Et puis je dis que l'homme est un être des lointains, donc on pense le futur, d'accord, mais les villes d'hier, à moins d'aller dans un pays où il n'y a pas encore les villes, où il y a eu tellement de pauvreté, qu'on va construire les vraies grandes smart cities à base de rien, comment va-t-on transformer les villes d'hier pour leur donner un objectif de demain? Quelle histoire va-t-on conserver dans ces villes qui se ressemblent? Elles sont très hautes, tout en verre, avec souvent des jardins suspendus, ça c'est l'idéalité. Et comment va-t-on habiter ces villes? Comment va-t-on y trouver, comment dire, un bien-être et comment va-t-on générer du lien social au cœur même d'un centre-ville qui ne doit pas s'appauvrir, mais peut-être s'enrichir d'une autre humanité? Vous avez tous les quatre posé un constat. La question maintenant, c'est comment faire pour justement aller vers cette globalité. Quand j'avais discuté avec Emmanuel François, vous avez employé le terme de holistique. Oui, tout à fait. Oui, alors c'est vrai que la vision holistique est fondamentale, c'est avoir une vision globale, en partant bien entendu du besoin du citoyen et en prenant en considération les enjeux actuels. Les enjeux actuels, tant sociétaux, économiques et environnementaux. Aujourd'hui, je pense que on en reparlera au cours du débat.
j'ai la conviction qu'aujourd'hui on est arrivé à nos limites. Nos limites de manière Oui, en termes de... limite en termes de société, et on voit bien à tous les échelons, en termes économiques, en termes environnementaux et en termes sociétal. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement se remettre en cause et il faut repenser les bâtiments, il faut repenser les territoires pour répondre. Ça passe par repenser les bâtiments, repenser les territoires. Mais bien entendu, en s'appuyant sur les nouvelles technologies, en s'appuyant sur les nouveaux usages et en écoutant l'usager citoyen. On en reparlera, mais j'ai une conviction, c'est qu'en fait aujourd'hui, on a bâti notre ville, notre territoire, en fait, est la conséquence on pourra dire de la deuxième révolution industrielle quelque part, avec et notamment du centralisme, de la centralisation. Et en fait, tout est centralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on a des ghettos. On a des ghettos où on dort, des ghettos où on travaille, des ghettos où on va faire du commerce, des ghettos où on se cultive, des ghettos où on se soigne, des ghettos où on emprisonne, etc. etc. Et je n'exagère pas, c'est vrai que c'est la conséquence de notre organisation. Si on regarde dans le passé, ce n'était pas forcément organisé comme ça. Et je pense que si on demande à un historien, il dira effectivement les villes n'étaient pas forcément organisées comme ça. Mais avec la deuxième révolution industrielle, on est allé vers une extrême centralisation qui aujourd'hui nous mène à une impasse. Une impasse, c'est juste impossible de passer 1h30 dans sa voiture tous les jours pour aller travailler. C'est juste impossible, effectivement, c'est qu'un exemple. C'est un exemple, c'est juste impossible quand on réfléchit qu'il y ait 45 000 personnes en France qui meurent qui décèdent prématurément à cause de la population, de l'air, etc., etc. C'est même inacceptable que 25% de la population soit en précarité de logement. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut repenser complètement notre mode d'être en société, et ça passe par les bâtiments, et ça passe par le territoire. Il faut repenser les bâtiments, il faut repenser le territoire en s'appuyant sur le numérique. Le numérique n'est pas une finalité, c'est juste un outil. Je vais répondre parce que vous me regardiez, donc je me sens visée. Forcément. Mais je vais vous rappeler quand même une petite chose, historiquement ou anthropologiquement parlant, comment ont été bâties les villes. Il y avait des hommes qui se réunissaient, on sollicitait le divin pour savoir si on pouvait construire la ville à l'endroit. Enfin, au départ, ce n'était pas la ville, c'était le lieu sacré où on allait enterrer nos morts et bâtir. Voilà, donc on faisait un premier cercle qu'on appelait le coléré, où c'était le sanctuaire, et là on venait pour prier. Quand on venait pour prier, les populations étaient nomades et que finalement elles n'étaient pas là. Il fallait créer le blé pour que l'année d'après, quand ils arrivent en population nomade, ils puissent se nourrir. Puis il a fallu créer l'habitat. Et face à ce sanctuaire religieux, on a créé le deuxième coléré qui ramène à la partie historique, au sens, naissance des institutions. Donc on a deux cercles. Suite à ça, on a créé les grands axes dans un cercle et dans l'autre, qui était le carré au milieu des deux, où il y avait les deux cercles au milieu, donc les deux centres, historico-politiques et sanctuaires religieux, cernés par les routes qui allaient être les grands axes des villes. On a toujours tout construit comme ça. Alors moi, quand je disais qu'il faut repenser le centre-ville, c'est pas dans le sens qu'il faut absolument nier ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, on est bien d'accord que les gens vont aller travailler à des endroits. Quand vous me dites qu'on n'a pas besoin d'un ghetto pour aller, vous appelez ça l'hôpital en fait, si on traduit dans les mots. On n'a pas besoin d'aller dans un ghetto pour être soigné ou un ghetto pour son vieillissement qu'on appelle la maison de retraite. Ça veut dire qu'effectivement, on est dans une société où on réunit les gens là où il y a la technologie pour les soigner. C'est une organisation. On peut repenser toute notre organisation, c'est vrai. Mais il y a quand même une histoire, il y a une généalogie des villes qui fait qu'il y a un centre-ville. Seulement, moi, ce que j'amène dans mon idée, c'est la possibilité d'abord de transformer l'humain de telle manière que le centre-ville n'est plus la figure d'hier. Que le centre-ville, ce soit le lieu, justement, où il y ait de la culture, où il y ait des échanges, où il y ait quelque chose peut-être de différent. Et si vous regardez les smart cities, je disais tout à l'heure, l'on est un être des lointains, mais quand on se rend compte que la smart city, c'est 2050, on est en train de proposer un modèle pour des enfants qui ne sont pas encore nés, qui auront 20 ans, et qui découvriront ce qu'on a créé pour eux. Est-ce qu'on aimerait vivre dans ce qu'on va programmer pour eux? Déjà, première question. Et la deuxième chose, quand on dit l'homme est un être des lointains, vous avez tous lu Léonard de Vinci, vous avez lu, parce qu'il a écrit un traité sur l'œil, vous avez tous lu peut-être Jules Verne, etc. Et vous voyez qu'ils inventaient déjà des prototypes de sous-marins, d'avions, etc. 200 ans avant
Nous, on est à 32 ans simplement de la Smart City, c'est-à-dire que, excusez-moi, mais quelque part, la Smart City, pour moi, c'est une vue très courte. Donc on est déjà, pour moi, si on doit être dans l'air du temps, non pas à la 3e et à la 4e, mais à la 5e révolution industrielle. Vous en allez venir après non. Bon, forcément, on demande à monsieur de l'immobilier ce qu'il pense de tout ça, parce qu'on a quand même beaucoup parlé des bâtiments. Oui, tout à fait. Donc, les bâtiments, c'est une échelle de la ville. Il y a tellement de choses, comme je ne sais pas forcément sur quoi revenir parler de tout ça. J'ai deux, trois choses. Oui, il y a une accélération de la technologie qui est fabuleuse, et c'est clair que faire appel à l'histoire devient de plus en plus difficile, vu la rupture dans laquelle on est. La deuxième chose, là, le rapport centralité, unicité fonctionnelle, etc. On peut, et on fait d'ailleurs, nous, à notre échelle de promoteurs immobiliers, tout ce qu'on peut pour générer de la mixité. Maintenant, quand vous avez des métropoles de 10 millions et plus de personnes, vous pouvez ne pas séparer les fonctionnalités. De toute façon, si vous devez traverser pour aller à l'espace de bureau, vous avez une bagnole et on va sauver le monde en mettant la mixité à petite échelle. La troisième chose sur ça, c'est les voitures autonomes. On va faire un bouleversement de l'urbanisation. L'urbanisme du XXIe siècle ne sont pas du tout l'urbanisme du XXe siècle. Et celui qui a la boule de cristal pour dire exactement comment ce sera, je veux bien entendre sur la prochaine table ronde. Je voudrais juste peut-être revenir un instant sur quelque chose d'un peu plus terre à terre, parce qu'on a des débats super intéressants. La question, c'était quand même comment faire. Hein. Moi, je vais vous donner un exemple peut-être plus terrain, moins ambitieux que toutes les grandes idées qu'on fait tourner là, mais sur la notion de transversalité, sur la notion de bien social, sur la notion de population parfois un peu écartée du raisonnement, et le rapport à la technologie, c'est une ligne dans tout ça. On a traité une opération à Blagnac, en banlieue de Toulouse, qu'on a livrée l'année dernière, sur laquelle on a ciblé, pour des raisons sur lesquelles je peux revenir si vous le souhaitez, la problématique de l'autonomie des personnes âgées. On a un vrai problème aussi, parmi tous les problèmes qu'on aurait pu mentionner, de transition démographique, de population de plus en plus âgée. Nous, on a la solution actuelle de les mettre dans des ghettos de type EHPAD et pas forcément sympathique pour l'avenir. Donc, il se pose la question fondamentale de comment les maintenir le plus longtemps possible en autonomie, dans le bien-être de leur foyer, sans avoir à briser la normalité, la continuité de leur vie pour les envoyer dans des EHPAD. Donc on avait, nous, une logique à la fois high-tech et à la fois très low-tech sur cette opération-là. D'abord de rendre des logements qu'on appelle adaptables, quelque part, c'est-à-dire se dire quels sont les travaux qui sont réalisés par les personnes âgées quand elles commencent à avoir des problématiques liées à l'âge. Est-ce que ces travaux sont faciles dans un logement que nous, Vinci Immobilier, ou que toute la profession d'ailleurs libre? Pour certains oui, pour d'autres non. Une barre de soutien, si la cloison n'a pas la résistance nécessaire, vous ne pouvez pas la mettre, il faut casser la cloison, il faut mettre en cloison. Donc là, il y a des mesures conservatoires qu'on peut faire pour adapter ça. Sur un niveau plus high-tech, pour revenir à la notion de transversalité de données, etc., lorsque vous allez pouvoir capter des données liées à des objets connectés, par exemple des interrupteurs, des choses comme ça, vous allez pouvoir, de façon non intrusive, non stigmatisante pour une personne âgée, s'assurer que les choses se passent normalement. Et si quelque chose ne se passe pas, il est 10h du matin, normalement, monsieur, madame Michu, tous les matins à 8h, allume le de sa chambre, tiens, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je vois un SMS aux enfants, on va prochaine heure. Voilà. Ça, c'est une logique de récupérer des données de divers objets, de les mettre sur une plateforme transverse, et de laisser les tiers inventer des services, parce que celui dont je parle n'est pas encore actif sur cette résidence-là, mais demain, des gens sont capables de faire ça. On cherche actuel, il y a des startups sur ce sujet-là, et qui vont pouvoir apporter quelque part des services pour ces personnes âgées pour les maintenir autant possible en autonomie. Du coup, je reviens à ma question, parce que la question c'est quand même comment, Nicolas, vous avez parlé du rôle du citoyen qui est presque le rôle premier. Du coup, comment est-ce qu'on doit s'appuyer sur le citoyen pour créer la smart city? Parce que là, on reste quand même beaucoup sur la technologie. Mais justement, je pense que c'est ça qui est intéressant dans la révolution industrielle dans laquelle on est, avec tous les outils qu'on a à disposition, et puis on est un peu à la fin d'un paradigme, celui de l'État-providence absolu, celui du libéralisme, enfin de l'économie ultra-financiarisée, qui nous ont fait un petit peu perdre, en tout cas dans les échelles de la ville, qui nous ont fait un peu perdre nos repères pour certaines personnes. Je pense bien évidemment dans les métropoles, ça marche bien, c'est très dynamique, mais il y a aussi d'autres villes et des grandes villes qui ne sont pas forcément des grandes métropoles, où pour autant il y a une désertification absolue des centres-villes, où il y a
des manques sur les services publics, où il y a vraiment, voilà, où on sent que finalement Smart City ou Smart ou pas Smart, finalement la ville se désagrège de plus en plus parce qu'elle est dans un contexte social, économique qui est très mouvant et qui fait que parfois elle peut en pâtir. Et donc le citoyen là-dedans, il a un rôle à mon avis primordial parce que c'est lui qui peut revitaliser et qui peut redonner des dynamiques à ces villes, notamment en utilisant ces technologies. Et moi, je crois beaucoup en la matière au commun, et donc à réfléchir comment... Aujourd'hui, on a des services publics, par exemple, qui gèrent, alors soit c'est, par exemple, si je prends l'exemple de l'eau, soit c'est une régie, soit c'est une entreprise privée qui gère l'eau. Donc on a soit le public, soit le privé. Et il y a des moyens, à mon sens, il y a des nouvelles méthodes, et il y a des villes qui l'ont développé, notamment la ville de Bologne en Italie, mais d'autres aussi, pour essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut aussi confier un certain nombre de communs, comme l'eau, donc des ressources comme celle-là, à des collectifs de citoyens pour qu'ils puissent eux-mêmes organiser des services qui sont adaptés au territoire, qui puissent leur mettre à disposition des outils technologiques pour qu'ils puissent justement transformer et faire ce qu'ils ont envie de faire de la ville. Et aujourd'hui, la manière de faire, qui était une approche très top-down, comme on dit, où finalement c'est soit le public, soit les entreprises, et c'est extrêmement jacobin, centralisé, et ça se passe comme ça. Aujourd'hui, cette approche, en tous les cas, c'est pas ce qui est recherché aujourd'hui par le citoyen, qui a envie lui-même de modeler, de créer à son image des services, et on change d'échelle, c'est-à-dire que même d'un point de vue des territoires, et c'est pour ça aussi que la Smart City et la ville grandit, l'échelon national a de moins en moins de sens. On est dans un échelon supranational, international, avec des grandes régions comme l'Europe qui est une grande région. Et à côté, du coup, plus on est dans la mondialisation, plus on est dans la globalisation, plus on a envie de local, on a besoin de local, et ça c'est très très humain. Et donc on a envie de se raccrocher à la collectivité, à quelque chose auquel on appartient. Et donc les collectifs de citoyens, à mon sens là, sont là pour réinventer ces modèles-là, pour dire ce qu'ils ont envie de faire, et la technologie nous permet de changer ça, mais il va falloir changer nos mentalités, les mentalités de nos politiques, les mentalités des entreprises aussi, qui elles aiment bien aussi souvent les grandes entreprises tout centraliser, pour essayer de voir comment on adapte ce qu'on appelle un principe de subsidiarité, où finalement c'est l'échelon le plus pertinent qui va créer lui-même son service, et en l'occurrence les citoyens. C'est très bien, moi j'adhère complètement à ça. C'est vrai que quand je dis qu'il faut rapprocher les services du citoyen usager, c'est-à-dire que de ce fait, effectivement, il est acteur, il est à la fois consommateur et acteur, et quelque part, il va recréer à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville. Ça va dépendre le type de service dont on va parler, et il sera effectivement avec la santé, ça sera peut-être un peu plus large, quoique on peut avoir de l'e-santé. Et le travail, une fois de plus, aujourd'hui, il faut savoir que si on prend les grands groupes français aujourd'hui, tous commencent à lâcher 1-2 jours de télétravail. Encore récemment, j'ai du groupe AMA, ils m'ont dit on est passé au ICAD, ils sont passés à 2 jours de télétravail par semaine. Donc 2 jours de télétravail par semaine, je pense que c'est quand même fondamental. Si on appliquait à 50% des travailleurs à la défense 2 jours de télétravail, il faut dire que d'un seul coup, la défense, on peut se poser la question si effectivement c'est encore judicieux d'avoir la défense. Je crois qu'il y a autre chose qu'on pourrait peut-être analyser, c'est l'idée qu'on était dans les villes, vous savez, qui étaient dans l'horizontalité. C'est-à-dire qu'on allait vers, plus ça allait, plus ça s'élargissait de manière tentaculaire, et finalement on était dans l'idée qu'on cherchait un peu la verdure, en gros. On sortait de la ville pour aller vers la verdure. Or aujourd'hui, on rejoint les centres-villes pour chercher l'endroit où on peut se connecter et brancher son smartphone. Donc on a changé de repère. C'est pas l'espace vert au lieu de la ville qu'on cherche, mais l'espace connecté. Et en même temps, on est dans une sorte de superposition. C'est-à-dire qu'on est dans une verticalité des besoins. C'est-à-dire que nous sommes nombreux, et nous sommes nombreux dans des espaces concentrés. C'est sûr qu'il va falloir réformer les transports, etc. Mais il va y avoir toutes ces choses-là à repenser. Et moi, en tant que philosophe, il y a quelque chose qui m'interpelle davantage. C'est ce citoyen de verre dont j'aime à parler. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui m'intrigue énormément. C'est qu'à partir du moment où l'homme, on a bien compris qu'il a besoin d'un axe sécuritaire. Il a besoin d'être sécurisé dans sa vie, il a besoin d'être sécurisé dans ses services. Et toute cette technologie qui l'aide justement pour les personnes âgées, pour les personnes en souffrance, ou même pour l'usager traditionnel, on se rend compte que c'est un besoin de sécurité. Or, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est ce besoin de sécurité est en train de prendre le pas
sur nos vies, au point que quelque part on devient des données, ou du moins des résumés à des algorithmes ou un ensemble de données, ce qui fait que nous devenons des individus prédictibles ou prévisibles, de telle manière qu'on crée nos besoins et qu'on engage des choses sans avoir véritablement réfléchi à la part de liberté ou de libre arbitre que nous aimerions encore, et peut-être aussi cette volonté que nous avons de réenchanter nos centres-villes avec un peu moins d'embouteillage, je suis d'accord avec vous, mais peut-être avec un peu plus de poésie, un peu plus de peut-être de liens collectifs. Le temps gagné par le télétravail ou d'autres choses peut être réinjecté dans le bien-être pour soi, et c'est tant mieux finalement si la machine fait la tâche difficile que nos grands-pères faisaient, parce que si on gagne en confort de vie, si tout le monde y gagne, c'est très plaisant. C'est bénéfique. Voilà. Mais l'intérêt pour moi, enfin, c'est quand même la grande question, l'intelligence artificielle, nanotechnologie, etc. De belles avancées, mais comment finalement l'homme va être un citoyen impliqué. Vous parlez de citoyen, je vous donne entièrement raison. Il faut déconstruire l'ego du citoyen qui demande beaucoup, et peut-être repenser notre rééducation de manière à aller vers quelque chose de beaucoup plus d'être le collectif et d'altruiste, mais en même temps, attention, si on est déjà décrypté, transparent à tout, moi je suis un consommateur, j'ai pas envie que mes données aillent directement dans les besaces des industriels qui, eux, travaillent sur mes données, parce que j'aimerais avoir justement la possibilité de dire mot et de changer la vie. Alors moi, si je peux juste répondre à ça, effectivement, je crois que c'est le grand enjeu, c'est celui de la troisième révolution industrielle, et à quel point tout ce qui est NPIC, donc nano, bio, technologie de l'information, sciences cognitives, nous transforment nos manières de consommer, nos manières de travailler, d'habiter, de vivre en règle générale, et d'être. Si on est dans une approche un peu plus philosophique là aussi. Et donc, bien évidemment, ça c'est l'impact de tout ça. Et aujourd'hui, on a peur aussi. Ça pose des angoisses, qui sont toutes légitimes. Mais après, il faut voir aussi que au cours de l'histoire de l'humanité, le progrès technique n'a cessé d'angoisser l'homme finalement, qui a toujours vu beaucoup de risques et finalement a toujours su s'adapter quand même à ces nouvelles technologies. Ça part de Platon qui refusait l'écriture, enfin qui disait que ça allait pervertir un petit peu la pensée et l'éducation, Gutenberg, l'imprimerie, Rousseau qui parlait des révolutions aussi technologiques, les canillonnés, enfin on a été tout au long de notre histoire, on a eu peur de ce progrès technique. Alors cette fois-ci, on a le robot, on a ces nanotechnologies, on a l'impression qu'il va y avoir une autorité supérieure qui va consolider nos données, qui va nous diriger, etc. Et c'est sûr qu'il faut être vigilant là-dessus, et ça, c'est absolument fondamental, et ça, il y a un rôle de législateur, mais là, même pas au niveau d'une ville, ou même pas au niveau d'un État, parce que ça n'a pas de sens, mais au niveau plutôt supra-régional, et donc au niveau européen, au niveau mondial, ça, c'est absolument fondamental. Pour autant, ce qui est intéressant, et ce qu'on voit se développer de plus en plus, c'est que ces technologies, les entreprises qui réussissent, et notamment les grandes entreprises qui réussissent et qui développent des choses intelligentes, ne sont pas celles qui remplacent l'humain par le robot. Les entreprises qui réussissent, et aujourd'hui c'est dans plein de secteurs d'activité, ce sont celles qui au contraire comprennent la complémentarité des deux et arrivent à gérer les deux. Je prends deux petits exemples. Par exemple, celui de la radiologie. Aujourd'hui, on dit qu'un humain, l'intelligence artificielle, sera beaucoup plus à même d'aller analyser une radio qu'un radiologue, même s'il a fait 12 ans d'études, et qu'au fur et à mesure, tout ça va s'améliorer, et que la machine, comme celle qui gagne, vous savez, aux échecs, ou celle qui bat au jeu de Go, etc., tout ça, qui finalement battent l'intelligence humaine. Ça, c'est une chose, et c'est vrai, et aujourd'hui, je pense que la médecine a tout intérêt, et on a tout intérêt à utiliser ces technologies. Pour autant, on aura toujours besoin de médecins, parce que l'humain est primordial pour expliquer les choses aux patients, pour le rassurer, pour lui donner des alternatives, pour essayer de travailler avec lui. Et plus on est dans de la technologie, finalement, et c'est tout le paradoxe, plus il y a besoin d'humains et plus il y a besoin de liens avec les êtres humains. Et donc les entreprises qui vont réussir, les villes qui vont réussir, les organisations qui vont réussir seront celles, bien évidemment, qui vont utiliser les technologies. S'il n'y a pas les technologies, on avance moins vite, mais pour autant, c'est celles qui investiront d'autant plus dans l'humain pour accompagner les gens et accompagner les clients, les citoyens et tout le monde, parce que c'est ce qui aujourd'hui est attendu et c'est ce qui est, à mon avis, très très fort et c'est ce qui fera la différence.
Je voudrais juste ajouter une petite chose. Quand on parle de la technique, en réalité, c'est la révolution industrielle de 1850, et avec un bond, c'est le siècle dernier, hein, puisqu'on est au 21e siècle. On a déjà fait 20 ans depuis l'an 2000, donc voilà, c'est le siècle dernier. Et je pense que ça commence finalement relativement tard dans l'histoire de l'humanité, la technique. Donc c'est quelque chose qui est arrivé très vite, et avec des enjeux énormes. C'est-à-dire tout ce qu'on est tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, et qui va se matcher à un moment donné, ça va donner des potentialités que je pense qu'humainement parlant, on n'a pas encore totalement estimées. Pour le plaisir de débat, même si je suis plutôt du même avis, je vais prendre l'avis contraire parce que c'est quand même vraiment un sujet de controverse. C'est-à-dire que, effectivement, d'avoir une accélération, certes, dans le passé, on s'est toujours très bien finalement ressaisi du sujet technologique, mais je pense qu'on n'est pas du tout dans les mêmes rythmes aujourd'hui. On a évoqué là, justement la question de besoin quelque part de légiférer à un niveau supranational, c'est le multilatéralisme. On n'est pas dans les meilleurs moments du multilatéralisme en ce moment. Je pense qu'on est tous au courant de ce qui se passe, les accords de Paris, ce qui se passe, enfin, voilà, je ne fais pas le tour de Trump. Et aujourd'hui, la concentration, pour moi, sur ce sujet techno, c'est pas une question de jacobinisme français, c'est les GAFA, la concentration de la techno. Ce sont des puissances internationales qui sont capables de racheter toutes les boîtes de tech qui font les choses les plus intéressantes et qui vont concentrer de plus en plus, au fur et à mesure, on va aller dans cette accélération-là, du pouvoir avec ça. Et les questions de liberté qu'on évoquait à l'instant, elles se jouent, à mon avis, pas vis-à-vis de l'État, etc. Elles se jouent vis-à-vis de ces acteurs économiques mondiaux. Bon, ça c'est pour la peinture un peu noire. Ce que je dirais, c'est que, à l'inverse, c'est une opportunité, justement, pour l'Europe et pour la France notamment, de dire, nous, on veut un modèle différent. On va se mettre des contraintes qui nous permettent de créer un écosystème qui n'a pas cette logique-là. La RGPD, on parlait toujours liberté, données personnelles, etc. Finalement, c'est une contrainte dans les pattes des entreprises françaises, mais ça force les entreprises françaises à ne pas avoir la même logique que ces GAFA, et du coup, à avoir aussi une valeur ajoutée, qui est une valeur ajoutée sur le modèle social et sociétal, finalement, dans lequel elles s'inscrivent en tant qu'acteurs économiques. Alors finalement, cette troisième révolution industrielle, on l'a dit, on va la vivre, votre avis là-dessus? On y est ou on est en plein dedans, mais on est qu'au début, effectivement. Alors après, pour continuer le débat là-dessus, sur cette révolution industrielle et comment on va l'utiliser, après, et certains disent, Thomas Piketty dit, par exemple, il dit, en fait, on pense que les smartphones, ça révolutionne la vie, mais quand quand on a commencé à avoir le chemin de fer et quand on a commencé à avoir la voiture, c'était aussi des changements qui étaient hyper importants, qui sont arrivés très très vite aussi et qui ont vraiment bouleversé les sociétés, peut-être même plus que nous aujourd'hui avec nos technologies aujourd'hui. Donc ça reste un débat, à mon avis, qui est intéressant à avoir, enfin, même si aujourd'hui, voilà, ça s'accélère et il faut aussi voir de l'avant. Non, ce que je trouve intéressant, c'est que au niveau européen, et on le dit, aujourd'hui, les données, les grandes technologies qui sont dans cette troisième révolution industrielle, elles ont été développées par ce qu'on appelle les GAFA. Effectivement, c'est les Américains, les BATX qui sont les Chinois aussi. Donc on a quand même deux grands pôles, il n'y a pas un pôle, il y a deux grands pôles qui se disputent tout ça. Et nous, en Europe, on voudrait finalement réglementer. Donc nous, on est très très bon pour réguler, pour réglementer, mais finalement, on est absolument nul quand il s'agit d'avoir une politique industrielle là-dessus. C'est-à-dire qu'on est extrêmement passif par rapport à ça. On n'arrive pas à produire, nous aussi, des leaders dans ces secteurs-là, qui sont des secteurs d'innovation. Nous, on sait les réguler, alors ça c'est bien, ça on sait faire, mais pour autant, on ne sait pas en produire et en créer. Et le vrai enjeu pour moi, il est là, c'est dans l'incapacité de l'Europe d'avoir un vrai projet industriel là-dessus. Oui, bien évidemment, on a des valeurs et on les porte, et c'est important. Pour autant, on n'a pas créé d'alternative et on est juste assis en train de voir les trains qui sont en train de passer de plus en plus vite et où nous, finalement, on ne sait pas les prendre. Et donc il y a une responsabilité, je pense, là aussi, d'un point de vue politique global et d'un point de vue même entrepreneurial plus général, pour essayer vraiment de travailler sur ces sujets-là, parce que si on veut des alternatives, il faut aussi s'en donner les moyens, et là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je crois qu'on peut analyser le problème aussi en parlant que si la technologie jusqu'à présent a été perceptible, pour les trois quarts de l'humain aujourd'hui, c'est quelque chose qui renvoie à du multilevel, on l'a dit, mais surtout à une théorie des ondes, c'est-à-dire qu'on donne de la puissance à de l'invisible. Et il y a une dématérialisation qui a son efficace dans la société. Et ça, c'est un nouveau modèle, et ça, il va falloir l'intégrer. Après, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je vais vous contredire légèrement, histoire de faire un philosophe, quoi, le caillou dans la chaussure. Mais c'est vraiment pour le plaisir. Hein.
on a dit que la France finalement, enfin l'Europe au milieu donc on va dire des États-Unis, enfin Google, etc., et de l'autre côté la Chine, elle est un peu perplexe, etc. Je tiens à dire que nous avons été tellement en retard à un moment donné que finalement nous sommes devenus ceux qui ont posé des règles du jeu qui n'avaient pas été mises en place par les autres. Et maintenant ça devient notre force. Pour la bonne raison que nous sommes devenus, pour ces deux axes, au milieu, une zone d'opacité, et que quelque part on les embête. Nous avons un temps très court où il va falloir recentrer nos objectifs, mobiliser les entreprises. Moi, je dirige une chaire où il y a des entreprises derrière moi, donc je peux dire qu'il y a des acteurs quand même, ils sont là, ils sont vraiment impliqués. Et je pense qu'il faut se ressaisir des problèmes, les reconsidérer, les remettre en avant, et différemment. Cette zone d'opacité qu'on constitue, parce qu'on a mis des garde-fous pour l'instant, il faut que derrière, on crée en filigrane le modèle qui va contrer. Et pour l'instant, c'est source d'une énergie énorme. Peut-être que c'est optimiste ce que je vous dis, mais quelque part, si on n'y croit pas, on ne fait plus rien pour l'Europe et on laisse tomber, mais je ne crois pas, il ne faut pas. Et en même temps, je crois qu'on a les atouts. On a quand même en France des forces vives, on a des penseurs, on a des études, on a des ingénieurs, on a quelques philosophes quand même. Ils ne sont pas très nombreux à parler sur ces questions, mais malgré tout, on est là. Et je crois qu'on peut fédérer et faire quelque chose d'assez fort. Parce que cette zone d'opacité qui embarrasse en ce moment justement Google, Facebook, Amazon, on les contrarie un peu avec nos modes et nos règles du jeu, même s'ils continuent à être efficaces. Hein. Ça nous permet peut-être de gagner du temps pour faire autre chose. Par contre, là, il va falloir se bouger effectivement pour faire vite et fort. Je voudrais bien l'avis d'Emmanuel François sur le sujet. À moins que Digua et... Un tout petit truc, peut-être, c'est d'abord, je rejoins parfaitement le fait que pour contrer ça, il faut faire des géants et qu'on n'a pas trop aujourd'hui la culture de le faire par rapport aux Américains ou aux Chinois. Il faut que ça change. Il faut aussi qu'on joue sur le fait qu'on a des géants historiques. Il n'y a pas que les nouvelles technologies, il y a d'autres choses. Je suis dans un groupe qui est un géant mondial, hein, voilà, qui a peut-être quelque chose à jouer. Donc tout n'est pas perdu, mais même c'est la route. Tout à fait. Alors, ouais, la question c'était la troisième révolution industrielle. On n'y est pas. On n'y est pas. Alors déjà, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a quand même changé nos modes de pensée, nos modes de fonctionnement, c'est Internet. Je me souviens, il y a à peine 7 ans, je demandais à mes amis, si vous deviez... quelle est la dernière chose dont vous voudriez vous séparer? Il y a 7 ou 8 ans, 10 ans. Et ils m'ont dit à la tous, c'est Internet. C'est pas la voiture, c'était... Voilà, donc c'est là où on se rend compte, et quand je leur dis, mais c'est quelque chose qui n'a même pas 10 ans. Donc voilà, aujourd'hui, Internet a complètement changé, et ça a notamment changé les modes de communication. Modes de communication entre les humains. Et de ce fait, l'organisation de nos sociétés. C'est pour ça que c'est important de faire un parallèle avec l'histoire. Aux universités d'été de l'année dernière, je me suis permis d'être un peu provocatif en disant Internet a généré la fin du dogme de l'écrit. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'écrit, mais c'est la notion de dogmatique qu'il y a avec l'écrit, puisque Internet, on réécrit en permanence, et nos enfants, on voit bien, ils sont dans une réécriture permanente. Donc aujourd'hui, ça est en train de changer beaucoup de choses. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous parlez de ça? C'est parce qu'en fait, c'est une réorganisation de nos sociétés. Et de ce fait, je pense qu'il faut effectivement repenser notre organisation, repenser tous les services qui structurent notre société. Le travail, pour moi, c'est structurant, c'est un des premiers services, mais ce n'est pas l'unique. Mais c'est effectivement aujourd'hui, on commence à voir des espaces de télétravail qui apparaissent partout dans le monde, en France. Et bien, je pense qu'autour de ces espaces de télétravail, il faut les agréger, faire des espaces de vie. Le bâtiment, tout le monde s'accorde à dire, et je pense que Diego ne contredira pas, qu'on pense de plus en plus des bâtiments multi-usages, réversibles, et ça passe par là, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'effectivement, on va pouvoir rapprocher les services de l'usager et répondre à ces enjeux. Alors maintenant, sur la notion de révolution industrielle, à proprement parler... Ah oui, pardon, vas-y. Tout petit peu rebondir. Juste on excuse Nicolas Sarr qui a dû partir prendre son avion, et qui ne pourra plus contredire. Ah zut, parce que... Voilà. Mais il ne contredisait pas, il était... Non, mais je vais faire la voix de Nicolas, justement, par rapport à ce que vient de dire Emmanuel, c'est-à-dire, dans la façon dont tu formules les choses, il dit il faut qu'on pense pour... Mais de toute façon, il y a une génération post-internet qui ne vont pas attendre qu'on repense quoi que ce soit pour eux. Voilà. De toute façon, ils ne vont plus bosser 5 jours par semaine chez le patron. Voilà.
ils n'ont pas de quoi se payer forcément tous leur logement propre, donc living, etc. Donc la demande, je veux dire, sociétalement a tellement évolué que, Dieu merci, personne conscient ou inconscient des conséquences de tout ça ne peut passer à côté. C'est clair, et tout à l'heure tu as parlé de la voiture autonome. Je pense qu'il y a la voiture autonome, mais il y a aussi le véhicule électrique qui arrive, et ça introduira peut-être cette troisième révolution industrielle, et ça va changer nos mentalités. Aujourd'hui, on est tous structurés comme ça. Je possède un bien qui me permet un usage. Les générations qui suivent sont complètement déconnectées, elles vont continuer de posséder. J'ai entendu des gens qui disent la génération millénium aux États-Unis n'a jamais autant possédé, mais elle ne possède pas systématiquement un bien qui sert ses usages. Et donc on décorrèle l'usage de la possession, et la révolution de la mobilité va être un grand boom dans notre tête, puisqu'effectivement tous on est liés à notre voiture, on est fiers d'en avoir une, et quelque part plus ça va aller, moins on va effectivement avoir un véhicule, on va plutôt le partager. Je crois qu'il y a autre chose qu'on pourrait rajouter à tout ça et qui, moi, m'interpelle aussi, c'est que vous dites que finalement les lieux seront plus ou moins interchangeables, et on se rend compte que finalement les hommes cherchent aussi une forme de sédentarité. On aime s'installer, on aime se mettre dans quelque chose où on peut prendre quelques habitudes. Vous dites il y a quelque temps de cela, on ne pouvait pas se séparer d'Internet, c'est décevant parce qu'on aurait dû dire en premier qu'on ne voulait pas se séparer de son chien ou de sa femme éventuellement, vous voyez. Moi, je reste toujours très pragmatique vis-à-vis de ça. Mais effectivement, la vie fait qu'on se sépare très facilement des uns et des autres, mais qu'il y a des robots qui commencent à prendre de plus en plus de place et envers lesquels on développe de plus en plus d'affect. D'ailleurs, on appelle plus ou moins ces machines. Certains hommes seront d'accord avec moi qu'ils ont donné peut-être un nom à leur voiture. Moi, c'est ma cafetière et c'est mon aspirateur parce qu'il passe tout seul, donc je le laisse travailler et je l'appelle par un tout petit nom parce qu'il fait le boulot à ma place. C'est pour vous dire que quelque part, on est dans une situation où on va donner de plus en plus de poids à la machine et à quelque chose de dématérialisé et un peu moins à l'humain. Donc comment on va repenser tout ça? Et ensuite, comment on va se fixer dans ces endroits où on peut être, où on a envie, non pas d'être des sédentaires du cœur, mais peut-être des sédentaires pour pouvoir habiter un espace, occuper un monde dans lequel on a à vivre. Aller, venir, changer maintenant les espaces maintenant professionnels où on s'installe jamais, on peut jamais rien poser sur son bureau parce qu'il faut toujours changer d'endroit. C'est à la limite parfois inconfortable suivant ce qu'on a à faire. Donc il faut savoir aménager au cas par cas et pas penser que tout le modèle humain va correspondre à quelques individus qui sont aujourd'hui en train de penser à un monde et de l'aménager à partir de technologies en pensant un type d'humain et pas la diversité et la singularité des humains. Et ça, je crois que c'est les philosophes qui vont peut-être commencer à dire des choses. J'ai deux choses sur lesquelles rebondir pour essayer de rassurer les philosophes qui s'inquiètent. Je m'inquiète, vous avez vu ça. D'abord, je pense que c'est un effet de transition, le fait que la technologie prenne de la place au détriment de l'humain. Si on fait un peu de prospective, la technologie va s'effacer. C'est-à-dire qu'on ne verra plus, on ne donnera plus des ordres, on ne programmera plus les choses se passeront en back-office, comme on dit techniquement, et ça va justement relaisser de la place à l'humain. Puisqu'on n'aura plus à se préoccuper de ça. Je vous interromps une seconde, ça veut dire qu'on aura tout prévu pour que la machine prévoit d'avance, elle sera de plus en plus discrète parce qu'elle exécutera les habitudes. Non, mais c'est pas forcément ça. Non, mais je vous pose la question. Parce que ça veut dire que je suis transposée en données, c'est-à-dire que par l'intelligence artificielle, les choses vont être pensées pour moi. Donc la machine, je la verrai de moins en moins. Mais ça peut faire. Je peux dire ce que je veux, Et vous pensez que les gens qui sont dans les habitudes avec des choses bien rodées, où tout fonctionne bien, vont avoir envie de faire autrement, juste pour contrarier la machine. Si vous avez pu vous occuper de votre robot aspirateur, et que vous avez parlé à votre chien plutôt que de votre robot, parce que vous avez pu vous occuper de votre robot, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens demain. Si demain vous n'êtes pas content de ce que fait le robot, vous lui dites qu'il fera autre chose que cela étant, c'est un point. Le deuxième point, je pense qu'au contraire, mais tout ça c'est de la perspective, donc c'est pour le plaisir de débat, au contraire que de l'uniformisation du produit, la technologie va permettre l'essor de niches. Si je reviens de New York il y a 10 jours, j'ai visité des espaces de co-living, co-working, j'en ai visité deux. Un était dédié à des milléniaux néonomades surfeurs, l'autre à des yogis véganes. C'est quand même pas vraiment le produit de masse standardisé, c'est l'inverse de ça. Et on voit cette tendance-là, c'est-à-dire qu'on est capable, grâce à la tech, grâce aux réseaux sociaux, de fédérer des gens, de trouver des gens qui ont envie de vivre ensemble sur cette expérience, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et du coup, ça permet à des gens justement qui veulent rentrer dans
mode de vie, mode de travail, peu importe, très spécifique, de le faire. Et demain, la PropTech, on parlait de l'immobilier qui est un domaine, c'est à mon avis plus ça l'évolution qu'au contraire, le grand espace flex office, tout le monde pareil, tout le monde a la même enseigne, peu importe comment on s'appelle et ce qu'on veut, à mon avis. C'est ma perspective. Alors après, il y a parce que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'humain, hein. Elle est là pour aider à prendre des décisions et à générer de l'efficience notamment. Du confort. Je prends l'exemple, aujourd'hui on parle de logements connectés. Bon, ben maintenant il y a une dose d'intelligence artificielle dans les logements connectés. Et cette intelligence artificielle est là simplement pour arbitrer. Et c'est pas à nous d'arbitrer, savoir d'aller regarder le prix de l'énergie aujourd'hui. Ah, l'énergie coûte cher, ah ben je vais baisser tous mes radiateurs. Là c'est juste impossible parce que là je ne vis plus. C'est l'intelligence artificielle qui va effectivement prendre en considération le coût de l'énergie aujourd'hui, demain, qui va savoir effectivement en fonction du stockage de l'énergie, du beau temps, etc., en fonction de plein de choses, et vous partez, vous êtes serein. Oui, mais en tous les cas, si demain, moi, si je veux avoir 20 degrés dans mon logement, je les aurai, c'est pas l'intelligence artificielle qui va décider. C'est dans ce sens-là, et je pense que c'est un majordome, mais c'est pas un dictateur. Je suis d'accord avec vous. Il y a toute cette partie confortable, et moi je suis tout à fait pour la modernité et pour ces technologies-là. Sinon, je ne dirigerai pas une chaire sur ce domaine-là. Par contre, je suis quand même là aussi pour amener un peu les contradictions, à savoir que tout ce qui va être rentabilisé de cet ordre-là, c'est très bien, c'est très utile, effectivement. Il fera 20 degrés dans ma maison quand j'y serai pas. En même temps, c'est un peu paradoxal. Hein. Qu'il y fasse 22 quand j'y suis, c'est bien. Qu'il y fasse 20, bon, allez, je fais une économie d'énergie. Mais en dehors de cela, le fait que vous ayez un deep learning qui apprend de vous, qui anticipe sur vous, et qui fait que tout maintenant nos objets sont assistés au point qu'on peut savoir où vous êtes, ce que vous faites. On n'a jamais été autant fliqué que notre vie dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous décidons. Vous allez sur Internet, vous allez regarder des recettes de cuisine, un site pornographique, vous allez faire ce que vous voulez, tout est mentionné. Et comme, excusez-moi si je dis pornographique, et ça gêne un peu tout le monde, mais c'est une réalité. Et à un moment donné, on se rend compte que tout ça s'est enregistré au point que le lendemain, vous allumez votre ordinateur, tout est déjà généré pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez plus la possibilité de chercher par vous-même quelque chose, et donc d'avoir un usage de sa raison, c'est qu'on a déjà un préétabli. Ça veut dire qu'on a transformé déjà ce que vous êtes en volontés qui sont des volontés algorithmes. Ça veut dire que vous êtes déjà transposé ou transformé en données. Ce qui à un moment donné peut être un peu dérangeant, parce qu'on sait très bien que les hommes vivent dans les habitudes, on n'est pas trop là, on est un peu feignant intellectuellement, moi la première, et donc on ne va pas toujours tout remettre en question. Donc ça veut dire qu'on va se laisser embarquer dans un monde de facilité, parce qu'au nom premier de la sécurité, deuxièmement au nom de l'environnement, et troisièmement parce que ça sera la facilité. Mais quid de l'individu qui aura envie d'être différent? Je pense qu'en fait on est tous d'accord, c'est-à-dire que la techno, selon ce qu'on en fait en tant qu'individu et société, ça peut aller pour le pire, ça peut aller pour le meilleur. Tout le phénomène des fake news, les problèmes démocratiques, c'est notamment les animaux d'IA sur les recommandations de news sur les réseaux sociaux. On est d'accord. À l'inverse, ça ne veut pas dire que c'est ça le destin de la technologie. Et on voit, je vais citer une start-up pour répondre de ça, le Snips, voilà, qui est une très belle boîte d'IA française, voilà, qui fait de l'IA locale. Donc les données ne vont pas dans le cloud. Donc personne ne peut rien faire de vos données. Ça n'est là que pour ce que vous lui avez demandé de faire en local et personne ne va rien apprendre. Donc vous n'avez pas un digital twin, je ne sais pas quoi, quelque part, tout ça sert pour. Donc voilà, on peut aussi faire évoluer la technologie sur cela. Je pense que c'est important qu'il y ait des gens philosophes, mais aussi dans les entreprises, dans les collectivités, pour être conscients de ces problèmes-là et pour faire qu'on aille tant que possible dans la bonne direction. Mais je crois beaucoup justement en l'Europe là-dessus, par rapport justement à la Chine et les États-Unis dont on parlait tout à l'heure. Alors, simplement pour clore, parce que je crois qu'il faut arrêter. Laurence, j'ai bien entendu ce que vous dites. Mais c'est un débat sans fin. Message. Non, mais c'est simplement donc à la Smart Building Alliance, on a bien intégré ces données, ces notions-là. On s'est dit tout d'abord qu'il faut un cadre de confiance numérique pour le bâtiment et la ville. Aujourd'hui, on est à l'origine d'un cadre de référence qui s'appelle Ready to Service, qui a été lancé hier à Paris, porté par Certivea, porté par le gouvernement, pour les bâtiments, bientôt pour les territoires. Donc ça, c'est la méthodologie, c'est le cadre de confiance numérique. Et la SBA va porter ça en France. J'étais à la Commission européenne hier pour porter aussi au niveau de l'Europe et ailleurs. Au-delà de ça, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, je l'avais déjà entendu. Et quand je discute avec des politiques, ils me disent ouais, le numérique, la technologie, c'est bien, mais nous, c'est le citoyen, comment on lui parle, comment on l'implique. Et donc, depuis 6 mois, je réfléchis sur comment répondre à cette question. J'ai pris la décision, alors on verra ce qui va se passer, mais j'ai pris la décision de monter une fondation
pour accompagner cette transition, pour répondre aux enjeux justement dont je vous ai parlé, et d'y intégrer à la fois bien sûr les industriels, mais aussi des sociologues, des philosophes, des médecins, des urbanistes, des historiens, pour repenser fondamentalement le bâtiment, les territoires, notre société autour de ça, et bien entendu en mettant le citoyen usager au centre. Écoutez, on l'a créé avec la chair, donc rejoignez-nous plutôt, puisque ça existe déjà, c'est quand même ce qu'il faut dire. Nous, enfin, pour faire simple, je vous ai un peu contrarié parce que je trouvais qu'on était trop dans le même sens, finalement, avec une espèce de parole qui était presque unique, avec un fil où on allait se répondre en complétant les infos, donc il fallait quand même qu'à un moment donné, il y ait un coup de pied dans la fourmilière. C'est pour ça que je me suis posée un peu dans la contradiction. Vous avez bien compris que je suis bienveillante envers vous. Mais c'est vrai qu'on a créé une chaire Anis, justement, une première, intégrer de la philosophie dans toutes les problématiques de l'homme augmenté, nanotechnologie et tout ce qu'on a dit, hein, territoire, axe de sécurité, comment repenser l'habitat, l'architecture, la poésie, la littérature, réenchanter le monde de demain. Ça, c'est nos idées. Bien entendu, nos équipes, elles sont multiples. On a des juristes, on a des neurologues, on a des littéraires, des journalistes, on a bien sûr l'école de cinéma de Cannes. On a énormément de gens qui rayonnent sur la région. Les entreprises, et pas des moindres, parce qu'on a quand même l'UIMM qui nous suit, ce qui est quand même pas rien. On a Resistex et le groupe Euranis et les luminaires intelligents, donc c'est quand même voilà. Electronic qui fait des cartes, comment dire, numériques, etc., électroniques. On a quand même pour le nez du futur là, cet habitat avec les senteurs qu'on va recréer, qui est important aussi, parce que plus on va avoir de l'électrique et plus on va avoir de l'autonome, moins on aura de bruit. Moins on aura de bruit, mais peut-être qu'on n'aura plus d'espace vert, donc on aura peut-être besoin d'avoir des odeurs pour ressentir peut-être un peu le champ, même s'il est synthétique, au cœur de la ville. Donc on a, comment dire, Expression Parfumée avec nous et EMR qui sont un groupe d'ascenseurs. 6 partenaires Millennium qui lancent les dalles de ce projet. Rejoignez-nous parce qu'on va créer des DU pour les métiers du futur. On est parti là-dedans. Venez à nous, même si vous voulez être donateur ou même ou simplement un membre acteur de la chaire, pas de problème, on existe depuis le 3 mai, on a vocation à rayonner, et puis s'il y avait la Silicon Valley, il va y avoir la Nice Valley, et puis on va parler, on va s'exprimer, et puis c'est bien qu'on puisse avoir des tables rondes comme ça pour fédérer ce qu'on a à faire entre nous, et puis bien entendu penser aux entrepreneurs et aux citoyens dans leur action avec nous, quoi. On va dire que les entrepreneurs sont quand même des citoyens aussi. Oui, et ils sont engagés. Il faut dire qu'il y a un gros travail des entrepreneurs. Tout à fait. On verra dans un an ce que la chaire a donné et ce que ça donnait peut-être. Tout à fait. Merci à tous les intervenants. Merci à vous. Et merci à vous.